Aux portes de l'Espagne, entre plaine gasconne et bas pays pyrénéen basque, une agglomération de 50 000 habitants. Une sous-préfecture colorée des Pyrénées-Atlantiques, Bayonne. Au cœur du BAB Bayonne Anglette Biarritz, Bayonne des jeux de loup, des jeux d'ombre et de soleil, et des couleurs intenses qui n'appartiennent qu'à elle. Bayonne de feu et de sang, au sang chaud des jours de corrida, au sang vif d'une histoire exaltante. Bayonne chaleureuse, aux accents de soleil. Bayonne du plaisir de vivre. Bayonne, la ville où la vie est passion. Nous aimons recevoir ici, la population est une population aimable dont les rapports avec nos voisins d'extérieur sont des rapports de qualité. En plus de ça, nous vivons dans un site qui est tout à fait exemplaire, ce carrefour des deux rivières, que sont la Nive, qui est une rivière basque, et l'Adour, une rivière gasconne, qui viennent faire leur confluent en pleine ville, a donné un site remarquable autour duquel s'est construit d'abord une ville ancienne, couronnée par des fortifications romaines, ensuite élargie aux fortifications de Vauban. Mais dans ces fortifications, la ville a vécu un peu dans un site de ville ancienne, avec des rues étroites, sympathiques à parcourir. Par contre, il est bien sûr qu'une ville nouvelle s'est développée tout autour, avec le maintien par les municipalités et bien sûr par nous-mêmes d'une couronne verte très importante qui fait que Bayonne est une ville qui est agréable à habiter parce qu'il y a des jardins, parce qu'il y a des promenades, parce qu'il y a un espace vert, parce qu'on est en dehors de l'enfer urbain que l'on trouve dans les grandes métropoles. Tout cela fait que nous avons une ville qui, je crois, est accueillante, mais qui aussi est une ville qui vaut la peine qu'on se déplace pour la visiter. Bayonne, ville en fête. Bayonne, ville des sports, du rugby, de la pelote basque et du jeu de mousse. Bayonne, coiffée d'un béret basque. Bayonne, la ville où la vie est passion. Tout a commencé sur une butte. Là-bas mugit le grand océan. Dans la basse vallée d'un fleuve, une brume légère monte avec le flux de la marée. Ici, à l'aube de l'histoire des hommes, s'établit l'Apurdum. Et les fleuves prennent des noms. L'Adour et la Nive se rencontrent ici. Le lit de l'Adour se resserre avant de s'ouvrir telle une mer immense. L'Adour, c'est la grand-mare. Et là se jette la Nive aux flots tumultueux, la Nive aux crues soudaines. Et les eaux de la Nive et les eaux de l'Adour se mêlent et coulent les siècles. Déjà, Bayonne s'épanouit en trois quartiers. Trois quartiers, trois églises, trois forteresses. La nature et les hommes vont façonner le paysage. Alluvions, délestage des navires, assèchement, et naîtront Grand Bayonne, Petit Bayonne et Saint-Esprit, trilogie pour une cité. Au commencement était l'Apurdum. L'Apurdum, solide camp militaire romain, donne son nom à toute une province, le Labour. L'Apurdum se protège et dresse 25 tours puissantes, si puissantes que le Moyen-Âge dressera sur leur base même de nouvelles fortifications. Tour des Augustins,
Tour du Bourreau, Tour des Deux Sœurs, Tour Vieille Boucherie. Et les tours médiévales gardent encore la ville d'aujourd'hui. La Pure-d'Homme est chrétienne. Au IXe siècle, les Normands, écumeurs de mer, sont maîtres de la ville. Et la Pure-d'Homme barbare adore les idoles. Et l'histoire va se teinter de légendes pour nous conter le destin de Léon, évêque de Rouen. Léon, pèlerin de l'Évangile, fait route vers l'Espagne. Grande est sa foi, grande est sa puissance. De son seul souffle, il réduit en cendres les statues des idoles. Les Normands se jettent sur lui, et voici Léon condamné, on lui tranche la tête. Et le miracle s'accomplit. Là où ruisselle le sang, jaillit une source d'eau pure. Et Léon prend sa tête entre ses mains. Il fait quelques pas avant de s'écrouler. Longtemps, la mémoire de Saint Léon sera l'objet de pieuses dévotions. Un quartier de Bayonne porte toujours son nom. Et sur le lieu de son martyre, murmure une fontaine, dressée là au XVIIe siècle. « 1023. Le roi de Navarre, Sanche le Grand, fonde la vicomté du Labour. La Pure-d'Homme relève ses fortifications et construit un château. Les carrières des bords de la Nive fournissent ce beau grès coquillé aux chaleureuses nuances de jaune et d'ocre. Les vicomtes du Labour s'établissent ici. Plus tard, ici, résideront les gouverneurs et les lieutenants du roi, et plus tard, la forteresse sera prison. Voici les heures sombres de la guerre de 100 ans. Bertrand du Guesclin défend les lys de France, mais le voici captif du prince noir. Messire du Guesclin, vous êtes mon prisonnier. Ma prison m'est glorieuse, puisque vous ne m'y retenez que parce que je vous parais redoutable. Coule l'Adour, coule la Nive. Voici le roi Louis XI. L'on nomme le château Casse-tête-Bille, le château vieux, car dans le petit Bayonne, l'on dresse une nouvelle forteresse, le château neuf. Et le donjon aux pieds fleuris, floripès du XIIe siècle, disparaîtra au XVIIe siècle. L'histoire est une scène. Rois et princes sont acteurs. Le Grand Bayonne est le théâtre d'un roman de chevalerie et les tours rondes du château sont les décors de drames et de fêtes. XIe siècle. La vie religieuse s'épanouit. L'évêque de Bazas, Raymond le Jeune, obtient du vicomte la restitution de tous les droits et dépendances pour l'évêché du Labour. Ainsi, le vicomte et l'évêque vont désormais se partager le pouvoir sur la cité. Salut Bayonne, petite flou, proche la Nive, proche la Doue, Maïna dans le berbe gascoune, charmante et gauilleuse citate, on respire la liberté. Salut Bayonne! Bayonne. Mais d'où tiens-tu ton nom? Bayonne. Certains entendent là la langue basque. Ibaïona, la bonne rivière. D'autres y trouvent du gascon.
du gascon venu du latin. Bahia, la grande baie. La grand-mare de l'Adour ou la bonne rivière? Bayonne, d'où tiens-tu ton nom? L'évêque de Bayonne bâtit sa cathédrale. Cette première cathédrale sera victime des flammes. Au XIIIe siècle, l'on construit une nouvelle cathédrale, Sainte-Marie. Gothique rayonnant, gothique flamboyant mêlent leur harmonie de pierre. Ici, l'influence de l'école champenoise est sensible. Le Moyen-Âge est le temps de la dévotion itinérante. Et sur les grands chemins de Compostelle, la foi féconde l'art religieux d'apports multiples. Sainte-Marie de Bayonne. Ici, le heurtoir nous rappelle le droit d'asile. Quiconque le touche est sous la protection de l'Église. Ici, la cananéenne implore le Christ sur un vitrail du XVIe siècle. Ici, les baldaquins de pierre protègent le peuple des saints de l'injure du temps, mais non point de l'injure des hommes. Guerre de religion et révolution mutileront ces œuvres de foi. Seul le portail sud sera épargné. La sacristie le dissimule et la statuaire du XIIIe siècle nous reste dans sa pureté originelle. À l'ombre de la cathédrale, le XIVe siècle a déployé un cloître. Le XIXe siècle dressera deux flèches. L'architecte parisien Beuys-Wildwald utilisera une pierre calcaire plus dure. Ainsi, l'ocre du grès joue avec la blancheur de la pierre. Et Sainte-Marie domine la ville de ces deux flèches. Sainte-Marie protège Bayonne. « 1154. Aliénor d'Aquitaine n'est plus reine de France. Elle devient reine d'Angleterre. Elle entraîne Bayonne dans la mouvance anglaise. Bayonne est ville d'Angleterre pour 300 ans. Les fils d'Aliénor, Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, octroient à la ville charte de commune. Bayonne, ville anglaise, écume les mers. Nefs et baleinières de Bayonne franchissent les océans. Bayonne anglaise est un grand port, le port d'approvisionnement de toute la Navarre. Et ses chantiers navals sont de grande renommée. C'est à Bayonne qu'apparaît le gouvernail d'Étambeau. On l'appelle le timon à la bayonnaise. Et à la clé de voûte de la cathédrale, vogue la nef de Bayonne, emportant sur le flot les 4 évangélistes. Le XIIe siècle jette un pont de bois sur la Grand-Mare, au-delà de l'Adour. Là se développe le faubourg de Cap-de-Pont, étape sur les chemins de Compostelle. Bientôt s'élève ici un prieuré. Coule l'Adour, coulent les siècles. Le faubourg de Cap-de-Pont, rive droite, devient le faubourg Saint-Esprit. Le pont Mailloux et le pont Paneco franchissent la Nive à leur tour. Ils sont traits d'union entre le bourg neuf, le Borknau, le futur Petit Bayonne et le Grand Bayonne. Grand Bayonne, Petit Bayonne, Saint-Esprit, trilogie pour une ville. Coule la Nive, coule la vie. Ici, sur les quais de la Nive, chaque semaine, s'anime le marché. Marché de Bayonne, au-delà du temps. Même rire, même cri, et les langages se côtoient et l'on s'y rencontre pour échanger depuis toujours. Retrouvons le Bayonne du Moyen-Âge. De grands travaux assèchent les terres marécageuses pour que s'épanouisse le Grand Bayonne. Et de nouvelles rues se dessinent sur les anciens fossés. Rue Orbe, du latin orbis, extérieur. Rue de la Salie, de Salida, la sortie. Et les eaux de la Nive forment des canaux rues
où se reflètent les étroites maisons à arcades construites sur pilotis. Ces arcades, ce sont les arceaux de Bayonne, accueillants, chaleureusement humains. Bayonne des couleurs, des ombres fraîches et de la lumière éclatante. Bayonne des harmonies de blanc et d'ocre. Bayonne aux couleurs basques. Bayonne aux teintes de bois. L'escalier est toujours côté cour, entre deux corps de logis. Bayonne des galeries de bois. Bayonne des caves voûtées. On en compte plus de 100 par la ville. Elles sont si belles que le peuple les prend pour de petites églises ou de grandes chapelles. À l'angle du pont Paneco, en des temps de mœurs plus rudes, fonctionnait la cage du Cubende. Ici, les barayuses et les maudizantes, les querelleuses et les médisantes, étaient plongées dans l'eau par 3 fois en public. Autre temps, autres mœurs. Bayonne du XVe siècle est le port des pays de Cocagne. Cocagna, c'est la coque du pastel. Et Bayonne contrôle le commerce du pastel du Languedoc. Qui détient le pastel possède la richesse. Le pastel s'embarque à Bayonne et le bleu du Midi colore le drap d'Angleterre. Pour Bayonne, ville anglaise, l'heure de la reconquête va sonner. 1451. Au nom du roi de France, Charles VII, Dunois et Gaston de Foix se rendent maîtres de la ville. Et pour rallier les cœurs des Bayonnais, le ciel lui-même intervient. Sire, à la même heure que vos gens prenaient Bayonne, survient une nuée, où paraissait une grande croix blanche. Et là s'est arrêté sans remuer ni bouger l'espace d'une heure. Puis s'est mué en fleur de lys. Assurément, sire, il plaît à Dieu que les Bayonnais fussent français. Le miracle est flagrant. Bayonne est du royaume de France, indiscutablement. Désormais, sa devise sera « Nunquam polluta », jamais souillée. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, sur la butte Mocoron s'élève une forteresse. Un quicangrogne pour protéger la ville nouvellement reconquise. La protéger, bien sûr, et non pas la surveiller. Le Châteauneuf commande la rue Paneco et le Bourgneuf pour compléter la défense de Bayonne face à l'Espagne. « 1469. Là-bas, en Espagne, résonnent les cloches du mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Ferdinand le catholique a des prétentions sur la Navarre et l'alliance franco-castillane est menacée. Ici, à Bayonne, ville frontière, on monte la garde. C'est le boulevard du royaume de France. Louis XI préfère les négociations à la guerre. Pour négocier avec la Castille, le roi reçoit l'aide du prieur de Saint-Esprit et Louis XI, roi pieux, remerciera le prieur en fondant la collégiale Saint-Esprit. Collégiale Saint-Esprit, où se mêlent les influences d'artistes allemands et flamands, les flamencos de l'Espagne toute proche. Le roi Louis XI octroie à la collégiale Saint-Esprit droit de justice sur tout le faubourg Saint-Esprit. Et ce privilège va être à l'origine d'inextricables querelles entre Bayonne et le faubourg Saint-Esprit. La Révolution de 1789 tentera de trancher ces querelles.
Le quartier Saint-Esprit est situé dans le département des Landes et Saint-Esprit devient commune landaise, alors que Petit Bayonne et Grand Bayonne sont administrativement dévolus au département des Basses-Pyrénées. O sancta simplicitas administrativa. Et il faudra attendre 1857 pour rattacher le faubourg Saint-Esprit à Bayonne. Guerroyer et commercer, tel est le destin du Bayonne du XVe siècle. Le roi Louis XI accorde 2 foires franches à la ville. De tradition ancienne, la foire au jambon est un des grands moments de l'année. Bon, alors le jambon de Bayonne est fait à partir de jambon sélectionné, que l'on pare, que l'on sale, un certain temps bien sûr, je ne vous dirai pas combien, et que l'on lave à la sortie du sel et que l'on met à sécher 7-8 mois. Pour améliorer la qualité de ce jambon, nous avons créé un nouveau jambon qui s'appelle l'Ibayona, qui est salé à partir de cochons et de bêtes sélectionnés qui ont 12 mois au moins, que l'on laisse un certain temps au sel bien sûr, et que nous laissons sécher 13 à 14 mois. Et la qualité est bien meilleure au point de vue saveur et gustativité. Jambon de Bayonne, dont Grand Bousier, père de Gargantua, avait ordinairement bonne munition. Jambon de Bayonne, jambon des rois, roi des jambons. « 1523. Une algarade oppose Charles Quint et François Ier. Bayonne reste à la couronne de France. Nunquam polluta, jamais souillée. Mais une partie des faubourgs de la ville est détruite. 1565, catholiques et protestants s'opposent. Catherine de Médicis veut rallier le peuple à son fils Charles IX. Alors toute la cour de France entreprend un interminable tour du royaume. Voici le cortège à Bayonne. Réception d'apparat, conciliabule secret. Y eut-il accord secret entre France et Espagne pour éliminer les protestants? Ne décide-t-on pas à Bayonne d'abattre l'amiral Gaspard de Coligny? Il faut s'attaquer au plus grand. Une tête de saumon vaut mieux que 100 grenouilles. Pour les Bayonnais, l'inquiétude n'est point religieuse, pas même diplomatique. L'embouchure de l'Adour s'est déplacée vers le nord de Cap-Breton à Vieux-Boucau. En l'an 1578, l'on ouvre un nouveau port au droit de l'océan, au Boucau Neuf. Bien, le 28 octobre 1578 représente dans l'histoire de Bayonne une date fondamentale. Pour quelle raison? C'est que ce jour-là, l'Adour maritime, qui s'écoulait jusqu'à Port-Albret, a été détourné et s'est jeté au droit de l'océan, à Boucau-Neuf, on disait encore au Havre-Neuf, à quelques 6 km du port. Et ce détournement a été une entreprise qui a été réalisée par un grand ingénieur, Louis de Foix, venu très heureusement en notre cité en 1571. Alors l'entreprise était colossale, il y a eu beaucoup de difficultés sur le plan financier, sur le plan de la main-d'œuvre, mais Louis de Foix a réussi finalement, en 1578, l'Adour s'est jeté finalement, par conséquent, au Boucau Neuf. Et le port de Bayonne, désormais, va disposer de cette embouchure proche, et Bayonne, qui connaissait un état de décadence, certains même diront d'agonie, depuis un siècle, par suite de ce détournement vers Port-Albret, va de nouveau redevenir, comme on le lit dans les documents, une ville habitée et marchande, et va retrouver son importance en tant que ville et place forte. Le succès de l'ingénieur Louis de Foix est l'occasion de fêtes superbes. Bayonne, du sens de la fête. Les fêtes de Bayonne sont l'esprit même de la ville. Elles sont de tous les temps. Elles sont le cœur et l'âme de la cité. Fête de Bayonne, on danse, on chante, on rit, on joue et on parie. Et la verve gasconne partout s'épanouit. Je vais faire ouvrir les fêtes de Bayonne.
Bayonne est accueillante. Bayonne est tolérante. Bayonne du XVIe siècle reçoit les Juifs portugais, chassés des bords du Tage par l'Inquisition. Ils s'établissent sur la rive droite de l'Adour, dans le faubourg Saint-Esprit. Venus du pays des conquistadors, ils apportent une saveur nouvelle, exquise, le chocolat. Bayonne est accueillante et la communauté juive bâtira en 1837 une superbe synagogue. Notre communauté étant nommée Yefusot Yehuda, les exilés de Juda. Nos ancêtres s'installèrent en péninsule ibérique avec des épreuves à travers les siècles, mais également des périodes heureuses, dites l'âge d'or, 13e, 12e siècle. Expulsés d'Espagne en 1492 et du Portugal en 1496, premier régime sur lequel nos ancêtres ont vécu, c'est celui de nouveaux chrétiens, ou maranes, qui judaïsaient en secret dans leur foyer. Vient ensuite, à partir de 1550, le roi Henri II accorda des lettres patentes et Henri III, en 1774, des lettres de patente précises leur accordant le régime de nation portugaise. En 1723, Louis XV parle enfin des Portugais comme des Juifs dits portugais, et ils peuvent judaïser librement et jouer un rôle important dans la cité. Et nous arrivons maintenant en 1789, date importante, puisque les États généraux, avec certaines réticences, et grâce à l'action de l'abbé Grégoire, ont voté le 27 septembre 1791 tous les droits de citoyens français aux Juifs de Bayonne, Bordeaux, Comtat, Venaissin. Et en 1836, s'avéra la nécessité de construire un grand temple. Et le roi Louis-Philippe signa l'ordonnance, et cette synagogue fut inaugurée au cri de « Vive le roi » le 24 septembre 1837. Passèrent ensuite une période heureuse et tranquille, avec les grandes guerres à laquelle on participa normalement, comme tous les citoyens de notre pays, et arriva la vague nazie, et en 1942, les nazis occupèrent le temple et le détruirent en partie, et il y eut un déportage des objets du culte, notamment les séphères qui sont dans cette armoire, et cette armoire elle-même qui est très ancienne, elle est datée du siècle Louis XV, et ce sauvetage fut fait par le maire de l'époque, M. Ripton, qui cacha tous ces objets du culte dans les sous-sols de la bibliothèque municipale. En 1944, les survivants remettent la communauté en marche, très diminuée. Et c'est l'arrivée, après 62, de nos frères séphardis, des belles communautés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, qui donne à cette communauté un second souffle et lui permet de rester une communauté vivante, ayant sa place sur le plan local, régional et national dans le cadre du judaïsme français. Ainsi donc, la communauté juive avait apporté au XVIe siècle ces graines de cacao, si rares et si précieuses qu'elles étaient la monnaie d'échange des Aztèques. Et les confiseurs de Bayonne allaient offrir le chocolat à la France. Chocolat du XVIIe siècle, ardent mélange d'épices, d'aromates et de cacao. Chocolat d'aujourd'hui,
parée de douceur et de nuances onctueuses. Chocolat de Bayonne, douceur des Tourons, péché gourmand chez les pâtissiers, gâteaux basques aux saveurs d'amande. À Bayonne, sous les arceaux Port-Neuf, la vie se savoure. Sombre nuage, rivalité des royaumes de France et d'Espagne. Bayonne, ville frontière, se dote d'une enceinte à boulevard pour compléter les défenses médiévales. Boulevard du Château-Vieux. Boulevard de l'Âche-Paillé dans le Grand Bayonne. Boulevard de Mousserolles. Boulevard de Notre-Dame au Petit Bayonne. Le boulevard de l'Âche-Paillé deviendra Bastion, puis 2001. Et Louis XIV confortera la situation de place forte de Bayonne. Vauban et Ferry sont les artisans de nouvelles transformations. Sur les hauteurs de Castelnau, Vauban construit une citadelle. Une véritable place forte pourvue de ses propres ressources et délivrée des obstacles qu'apporte une population civile. Le passé militaire de Bayonne est inscrit dans la topographie même de la ville située face à la péninsule ibérique, ville frontière, depuis l'enceinte romaine jusqu'aux fortifications de Vauban, dont les restes actuels marquent encore le centre de la cité. L'armée française est présente à Bayonne depuis 1453, année où les Anglais furent chassés d'Aquitaine. Et depuis cette époque, les militaires français vivent en parfaite harmonie avec leur ville. D'ailleurs, nombre des nôtres ont pris racine dans ce beau Pays basque. Et les liens que nous avons, nous autres militaires de la citadelle, avec la ville sont faits de la complicité de la vie de tous les jours. Et tout se passe vraiment pour le mieux. Et je voudrais formuler le vœu que longtemps encore, le 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine puisse veiller la ville de Bayonne du haut de sa citadelle. La citadelle de Bayonne sera déclassée en tant que place forte en 1907. En 1931, cette enceinte sera classée monument historique et désormais, boulevards et glacis, bastions, portes, escarpes et contre-escarpes seront jardins, promenades, terrains de sport, lieux d'action, de découverte, de rêverie. Les fortifications, sous le règne de Louis XIV, limitent l'espace de la ville. Ainsi, au temps du roi Soleil, Bayonne surélève ses maisons et comble ses canaux-rues. Les canaux-rues d'hier sont les rues piétonnes d'aujourd'hui et le charme demeure. Bayonne des plaisirs de la table. L'océan et le fleuve et la terre et le ciel donnent généreusement leurs produits pour qu'ici l'on prépare spécialités basques et bayonnaises. Le poisson se prépare ici de diverses manières, car vous n'ignorez pas que les pêcheurs sont gens gourmands et ils ont inventé pas mal de plats, tels que le thon à la basquaise, le merlu cochera, qui est un plat un peu typique, surtout les chipirons qu'on prépare de 3 manières, les chipirons à l'américaine, les chipirons à l'encre et les chipirons farcis. Vous avez aussi la morue à la biscaïne. Ensuite, sur le plan de la volaille, vous avez le poulet basquaise, que tout le monde connaît, je suppose, qui est aussi un plat à base de cette fameuse pipérade. On pourrait parler également du fromage de brebis, qui est un fromage excellent. Le gâteau basque est un gâteau extraordinaire, qui est un gâteau qui aussi se fait de plusieurs manières. La manière la plus ancestrale, si on peut dire, est à base de confiture de cerise. Mais enfin, on l'utilise dans certains endroits, mais
Par contre, par ici, on utilise plutôt le four avec une crème pâtissière. Mais enfin, ce qui fait un excellent gâteau tout de même, et je crois qu'il est très réputé. Le XVIIIe siècle modèle à Bayonne un nouveau visage. La ville s'embellit, aménage ses quais, plante des arbres, dessine des jardins, trace les allées Boufflées, les allées Marines, les allées Paulmy. Et la fontaine du Pilori apporte l'eau du Choron. Le XVIIIe siècle est à Bayonne siècle de bel urbanisme. 1726, la Chambre de commerce est créée. 1784, Bayonne est port-franc. C'est l'enrichissante guerre de course, c'est le négoce prospère et la bourgeoisie s'établit en des hôtels superbes. L'architecte Messonnier construit l'hôtel de Brétous et les chantiers navals bourdonnent d'incessantes activités. La duchesse d'Abrantès s'émerveille. C'est une petite ville riante, bâtie dans le genre espagnol. Les maisons ont des balcons avec des jalousies. Déjà, on est tenté de chanter sous les fenêtres. Balcon de Bayonne, parure d'une ville, volutes harmonieuses, lianes et pampres de métal. Balcon de Bayonne, vous êtes l'œuvre de la plus ancienne des corporations de la ville. Les forts, les forgerons de Bayonne. Forgerons de Bayonne. Les forts créent depuis le XVIIe siècle de redoutables couteaux et leur célèbre dague prendra le nom de baïonnette. La ville de Bayonne au XVIIe siècle a donné son nom à la baïonnette, connue dans le monde entier pour être une sorte de petite épée qui s'adapte au fusil. En effet, c'est le lieu où cette arme fut mise au point sur le plan militaire à partir de 1640. La baïonnette de 1640, dite à bouchon, a un manche en bois qui se fixe dans le canon du fusil et à son extrémité. La lame est à double tranchant. La forme de cette dernière et son montage sur le fusil permettent de l'utiliser comme une pique ou alors, lorsqu'elle est seule à la main, comme une dague. L'inconvénient majeur de cette arme réside dans l'impossibilité de tirer quand elle est fixée au canon. Les armuriers bayonnais vont donc poursuivre les recherches en vue de l'améliorer et en 1695, elle fera place à la baïonnette à douille dont la lame à section triangulaire est fixée sur un tube s'emmanchant autour du canon. Ce qui rend désormais le tir possible lorsqu'elle est en position sur le fusil. Cette arme va se répandre par la suite sur toute la planète et devenir sous diverses formes le complément indispensable de tout fusil militaire. Actuellement, il n'existe pas un fusil sans cette arme blanche dont le nom d'origine vient de notre bonne ville de Bayonne. Bayonne du XVIIIe et du XIXe siècle parle le gascon. Actuellement, il reste toujours l'Académie gasconne de Bayonne, qui est le mainteneur de la langue gasconne, et dont le siège est d'ailleurs au musée basque à Bayonne, musée basque et de la tradition bayonnaise. 1789, la Révolution naît dans l'enthousiasme. Bayonne joue son rôle de ville frontière. Face à l'Espagne, l'armée des Pyrénées-Occidentales vole de victoire en victoire et Robespierre de dire « C'est le bijou de nos armées ». 1808, Napoléon est à Bayonne. Il va rencontrer le roi d'Espagne Charles IV. C'est au château de Marac qu'a lieu l'entrevue de Bayonne.
Le roi d'Espagne renonce à sa couronne. Le nouveau roi sera Joseph, frère de Napoléon. « 1813, Bayonne, ville frontière, est assiégée. Les Espagnols, révoltés, confient leur destin à l'armée de Wellington. Les Français en déroute reculent. Joseph se réfugie à Bayonne et Wellington le poursuit. Bayonne est assiégée. La bataille de Saint-Pierre-d'Iroube sera terrible et la croix de Mouguer, sur les hauteurs de la ville, nous rappelle ces combats. Les Anglais aussi se souviendront. Leurs morts reposent au cimetière des Anglais. « 1837, Bayonne possède son théâtre. Dès les premières années, le théâtre partagera ses locaux avec l'hôtel de ville. Comédie dramatique, tragédie du pouvoir, voisine sous le regard des muses célébrant les sciences et les arts. Au théâtre de Bayonne se déroulent chaque année les entretiens de Bayonne. Et la ville devient le cœur et l'esprit des grandes interrogations contemporaines. Mais voici le Second Empire. La ville va connaître d'importantes transformations. Dans l'histoire de l'urbanisme bayonnais du XIXe siècle, les 18 années de la municipalité Jules Labatte, ou encore du Second Empire, représentent une période essentielle. Avec la réunion du quartier Saint-Esprit, la naissance d'un nouveau quartier aux allées Boufflers se traduit par des constructions d'une architecture particulière au Second Empire. C'est le quartier des allées Boufflers. Il faut ajouter également, au point de vue construction, que pendant ces 18 années de la municipalité Labatte, on a vu être édifiée l'église Saint-André, avec ses 2 flèches originelles, et ce fut la construction des halles centrales sur les bords de la Nive et la construction de l'abattoir à Saint-Esprit. Tout cela montre l'importance de ces 18 années du Second Empire et on peut dire qu'il faudra attendre ensuite près de un quart de siècle pour voir être reprise cette politique de grands travaux. Bayonne reçoit le fer d'Espagne et la houille d'Angleterre. Ainsi, à partir de 1884, les forges du Boucau produisent des rails. 80 ans de production de rails dans la plus belle usine à rails de France. L'impératrice Eugénie avait apporté dans le Midi la passion des jeux taurins. Et voici à Bayonne les courses à l'espagnol. Jeux de mort, jeux de courage, les ors et le sang sous le grand soleil. Bayonne, première ville taurine de France.
Olivier Baratsar, je suis bayonnais et novillero. Nous sommes ici dans les arènes de Bayonne, des arènes qui ont bientôt 100 ans. Et voilà beaucoup de Bayonnais donc, qui, depuis leur jeune âge, voient des corridas. Et tout cela, ça suscite des vocations, bien évidemment. Quand on vient voir des grands matadors triompher ici à Bayonne, eh bien, on a envie de franchir le pas et également de s'essayer devant des vaches. Alors il y a aussi, tout cela, ça fait partie de l'histoire taurine d'une ville comme Bayonne, des vocations qui se créent, des gens qui ont envie de devenir des professionnels de l'arène. Bayonne est la première ville taurine de France. Pourquoi est-ce la première ville taurine de France? C'est parce que c'est à Bayonne qu'est née en France la corrida, en 1853. Donc, c'est à juste titre que Bayonne peut se targuer d'avoir vu naître la tauromachie, d'être le berceau de la tauromachie. Et depuis ce temps-là, toutes les personnes qui sont occupées des arènes de Bayonne, qui se sont vues confier la responsabilité de l'organisation des corridas à Bayonne, ont fait en sorte de maintenir au plus haut niveau cette tradition taurine. Charles Lavigerie, cardinal, archevêque d'Alger, primat d'Afrique, créateur des Pères blancs. Il a le sang vif des Bayonnais, leur générosité, et Gambetta dira de lui: ce cardinal et ses missionnaires rendent plus de service qu'un corps d'armée. Bayonne élèvera une statue au cardinal Lavigerie et cette œuvre de Falguière sera placée au confluent de la Nive et de l'Adour, place du Réduit. La Troisième République est mondaine. Le peintre officiel de cette République est Léon Bonnat. Léon Bonnat sera le mécène de sa ville en lui léguant toutes ses collections. Nous sommes donc dans le musée Bonnat, ce musée qui a été construit à la fin du XIXe siècle pour accueillir les collections de Léon Bonnat. Léon Bonnat est un peintre né à Bayonne en 1833, il mourra à Paris en 1922, et c'est un peintre tout à fait important dans l'histoire de la fin du XIXe siècle, puisqu'il est le peintre par qui il faut avoir son portrait peint comme preuve de sa réussite sociale. C'est un peintre académique, un peintre du figuratif, de la représentation très précise de l'image, dans un sens qui plaît beaucoup dans cette fin du XIXe siècle et qui lui permettra d'accumuler une très importante richesse. Et grâce à cet argent, Léon Bonnat va constituer une collection très importante de peintures, de sculptures et de dessins. Collection très complète qui va depuis les antiquités égyptiennes jusqu'à la fin du XIXe siècle et collection qui montre bien le goût d'un amateur du XIXe siècle pour l'histoire de l'art. Cet ensemble de peintures, sculptures et dessins est donc une collection nationale déposée définitivement à Bayonne et avec la particularité que cette collection n'a pas le droit de sortir des murs du musée. Il n'y a donc vraiment qu'à Bayonne qu'on puisse la voir. C'est donc une invitation à venir la visiter dans le musée même. Le bel édifice construit par Planckaert avait été inauguré en 1901. C'est désormais le musée des Beaux-Arts. Musée Bonnat pour s'émerveiller. « 1923. La Société des sciences, lettres et arts et la municipalité créent le musée basque et de la tradition bayonnaise pour découvrir l'âme d'un peuple et ses traditions. C'est un des centres culturels importants pour le Pays basque. Et voici le maquila, le bâton d'honneur des Basques, à la fois pique-bœuf, canne élégante et arme redoutable. La branche de châtaignier ou de néflier est incisée au cours de sa pousse, et la branche est plombée, munie d'une pique, décorée d'une plaque de laiton ciselé, c'est le maquila. Bayonne s'adonne à tous les sports. Le sport à Bayonne coule dans les veines de chacun. Le sport, c'est la fête, c'est l'amitié partagée. À Bayonne, le sport est art de vivre. Vous vous trouvez ici devant le siège de l'aviron bayonnais, club sportif qui n'est pas le plus ancien de la ville,
mais qui est, je crois, le plus connu et le plus affirmé sur le plan de la notoriété dans toute la France. C'est un club à vocation omnisport qui comporte 15 sections et actuellement, nous avons 1900 licenciés et plus de 3500 membres. C'est un club qui a la particularité d'être tout à fait impliqué dans sa ville, de même façon que la ville est impliquée dans le club. Et actuellement, si le rugby est la section la plus importante, la plus connue, il faut savoir que 15 autres disciplines l'accompagnent et que nous avons pour dénominateur commun d'avoir la recherche du résultat, bien sûr, comme ici en matière sportive, mais également avec une certaine manière qui s'implique là aussi à la façon d'être des Bayonnais, à ce qu'ils veulent être, à ce qu'ils ont choisi de vouloir être et rester, malgré les aléas de l'évolution du sport. Bayonne s'adonne à tous les sports et Bayonne joue à la pelote basque, à main nue, à chistera, à pala, à charret. Bayonne, ville de passion. Bayonne, ville de foi. De toutes appartenances religieuses, les Bayonnais se retrouvent dans leurs temples, leurs synagogues, leurs églises. Au cœur du petit Bayonne, en l'église Saint-André, la messe des Basques rassemble les fidèles. « 1914. Bayonne, comme tant d'autres cités, va payer un lourd tribut à la Grande Guerre qui embrase le monde. Et plus de 700 noms s'inscrivent au fronton du monument aux morts. « 1940. Mort d'une autre guerre. Ombre d'une occupation. Janvier 1944, Bayonne est bombardée. Août 1944, les troupes allemandes se replient et elles sabordent 14 bateaux pour obstruer le port. Bayonne est libérée. Un enfant de Bayonne, Marcel Suarez, est compagnon de la libération. Avec Marcel Suarez, c'est Bayonne tout entière qui participe à la cérémonie de l'Arc de Triomphe. Un autre Bayonnais est compagnon du général de Gaulle, René Cassin, le fantassin des droits de l'homme. René Cassin, un lycée porte son nom, il repose au Panthéon. Bayonne d'aujourd'hui conjugue le charme secret d'une ville ancienne et le dynamisme d'un port industriel. Sur les rives de l'Adour, les installations portuaires s'étendent sur 7 km. Bayonne, port des marchandises en vrac. Soufre, phosphate, céréales, et aussi pétrole brut et produits liquides chimiques. Bayonne, port du bassin de l'Adour et du Piémont pyrénéen, est le premier port d'exportation du maïs. Alors le port de Bayonne a beaucoup changé au cours des 30 dernières années. On se souvient qu'il y a 30 ans environ, on ne pouvait rentrer que des bateaux de 5000 tonnes. Et aujourd'hui, nous rentrons des bateaux de 20 000 tonnes. Mais nous étudions la possibilité, ce qui sera nécessaire de faire, de réaliser pour pouvoir passer à 30 000 tonnes. Ce qui est évidemment une évolution énorme sur une période d'une trentaine d'années. Tout cela fait qu'en réalité, c'est un port, c'est comme une entreprise, c'est comme un être humain, ça vit, ça change et il faut que ça s'adapte aux nouvelles données de l'économie et des types de trafic possibles pour le port. Bayonne, aux couleurs vives. Blanc, rouge, vert, noir. Maisons et volets, bérets et ceintures, mer et ciel, soufre, maïs et feuillage, et couleurs d'Izara, la liqueur du Pays basque. Izara, c'est l'étoile en langue basque. Izara, alcool, plantes et épices. Et les mystères d'une distillation en alambic de cuivre rouge
et les mystères d'une macération en des foudres de chêne brun. Isara l'étoile puise son scintillement et son esprit dans le midi-vert de la France. Bayonne, chaleureuse aux accents de soleil. Bayonne, la sensible, pour séduire le poète Paul-Jean Toulet. Bayonne, un pas sous les arceaux. En faut-il davantage pour y mettre son héritage et son cœur en morceaux? Bayonne, la ville où la vie est passion. Viva